Philippe qui attaque bille en tête, c'est à toi mon doudou. Je te remercie. Oui, alors moi je vais parler des écolos, parce que les écolos, on pense que c'est forcément de gauche. Mais bon, les écolos de gauche, ouais. c'est un petit peu comme les cheveux de Jean Castex. On sait que ça existe, mais on n'en voit pas beaucoup en fait. Je me sens attaqué. Je dis Jean Castex, je ne vise personne d'autre. Ouais, c'est ça, ouais. Vas-y, continue. Alors j'ai abordé la préparation de ces chroniques avec une certaine jubilation, parce que quelque part, ça questionne mon propre parcours. Parce que si j'en suis là aujourd'hui dans mes idées, donc en gros, pas hyper fan du capitalisme, c'est quand même via l'écologie. Alors je sais, c'est pas habituel, mais en fait, c'est quand j'étais gamin, je me suis farci des tonnes de reportages sur le réchauffement climatique, et c'était le seul engagement, entre guillemets, que je pouvais avoir. Parce qu'à la maison, la politique, c'était tabou. Fallait pas en parler. Et d'ailleurs, quand il y avait Robert Hue à la télé, on devait zapper. Alors j'ai jamais su si c'est parce qu'il était communiste ou à cause de la barbe à collier, mais je sais pas. Alors, est-ce que je peux t'interrompre avec une anecdote personnelle? Avant, nous étions abonnés dans ma famille quand j'étais petit à Pif Gadget. Pif Gadget, qui, je le rappelle, était le dernier grand magazine prolétarien. Et j'ai découvert en choc, quand j'étais enfant, que mes parents avaient suspendu l'abonnement à Pif Gadget quand ils ont découvert que c'était lié au Parti communiste français. Donc déjà, je subissais l'opprobre communistophobe dans ma propre famille. Bon, la suite de mon parcours démontre une certaine ironie de la chose, par ailleurs, mais bon, voilà, c'est... Oui, parce que bon, en tant que trotskiste, pardon... Ouais, voilà, bah non, mais ça, voilà, tu vois comment ça commence, quoi. On arrête de lire Pif Gadget, et puis on achète un piolet, quoi. On t'interdit de lire Pif Gadget, et à la fin, tu te retrouves trotskiste. Tu vois, il y a une espèce d'enchaînement de dominos tragique, un petit peu comme ça. Enfin, réfléchissez à ça, les parents qui nous écoutent. Réfléchissez à ça. Philippe, reprends, c'est à toi. Oui, alors depuis ce temps-là, force est de constater qu'il n'y a rien qui a changé en fait. Donc on a toujours les mêmes discours vibrants sur la catastrophe à venir, et toujours rien, mais vraiment que dalle, nada. On apprend toujours aux gentils enfants d'économiser l'eau du lavage de dents et d'éteindre la lumière. Pendant qu'en un voyage en jet ou en yacht, un Bernard Arnault ou autre crame tout le pétrole que nous, en tant que jeunes normaux, on serait susceptibles de consommer dans une vie. C'est clair. Et c'est là le nœud du bordel, en fait. Tu peux pas prétendre faire de l'écologie dans un système qui base son existence sur une exploitation infinie pour produire des saloperies qui rempliront la poche de quelques-uns. Donc, quelques-uns des parasites, hein. D'ailleurs, Marx, il parlait déjà de l'exploitation de la terre et pas seulement des hommes. Donc ça, prenez ça dans vos dents, les stalles au passage. Donc écologie et social sont donc intimement liés pour plein de raisons. Donc faire de l'écologie sans s'attaquer aux inégalités, c'est un peu comme monter un mur sans mettre de mortier. Au début, ça tient, mais au bout d'un moment, tu finis par tout te prendre sur la gueule, et ça fait mal. Et du coup, tous ceux qui se disent écolos en se passant le nez dès que tu leur sors le mot pauvre, me direz-vous. Alors si on devait faire l'inventaire de tous les écolos inconséquents de droite ou autre, on n'a pas fini, il nous faudra une émission de 3 heures, donc j'ai axé sur des choses un petit peu à la mode, dans des franges qui se disent en marge de la société, tout en y étant parfaitement intégrées, parce qu'en général, elles sont issues des centres-villes. Donc on peut regrouper ça sous le concept à la mode d'effondriste. Alors vous avez sans doute entendu parler, il y a même des mouvements qui sont nés, donc Extinction Rebellion par exemple. Donc c'est un petit peu, je sais pas, ça a 2 ou 3 ans ce concept. Donc c'est une galaxie un petit peu hétéroclite, on y trouve même des choses intéressantes ponctuellement. Mais le gros du lot, c'est quand même super dépolitisant. Donc ça va du millénarisme biblique, donc ouais, la fin du monde, voilà. La fin du monde. Voilà, c'est ça. Tintin, c'est préparez-vous. La fin est proche. Repentez-vous. Arrêtez d'aller à Leclerc. Hein, quoi? Ouais, donc il y a ceux-là, et puis il y en a, ils sont un petit peu plus cyniques, eux, c'est plutôt le futur à Mad Max, et c'est chacun pour sa gueule, et ce sera un petit peu la loi du plus fort, donc moins qu'on puisse dire que c'est un peu déconcertant, parce qu'on sait pas trop bien comment s'y retrouver dans tout ce bazar. Donc je vais prendre, pour le futur à la Mad Max, je vais prendre l'exemple d'Yves Cochet, parce qu'il me semble très intéressant. Donc Yves Cochet, c'est un ancien ministre de l'écologie de Jospin, je crois qu'il a été ministre pendant 1 an, donc... Ouais, un truc comme ça. Les gens ont dû un petit peu oublier. Alors, il a fait un livre l'année dernière. Donc lui, son diagnostic, c'est que vers 2030, tout va imploser, les réseaux d'énergie, l'alimentation, enfin tout, quoi. Et puis il y aura des morts en masse, etc.
Et que donc, concrètement, il faut commencer tout de suite à chercher à sauver son cul. Mais tout seul, dans son coin. Pas collectivement, non, tout seul. Alors lui, par exemple, il y a eu des reportages, enfin c'était assez risible. Il a acquis une maison ancienne, je sais plus, je crois que c'est dans l'Anjou, je suis pas sûr, c'est peut-être bien en Bretagne d'ailleurs, Gwen, non? Il me semble que c'est en Bretagne. Alors, il faut l'adresse, que je prévienne les services compétents pour que ça cesse. Et voilà. Donc il a acquis une maison ancienne, un petit bosquet pour se chauffer, parce que quand il y aura plus d'énergie, voilà. Un terrain pour se nourrir, et pour se déplacer, il a acquis une carriole à chevaux qu'il a trouvée en Pologne, parce qu'il n'y a plus qu'en Pologne qu'on en fabrique. Donc pour un cocher, c'est normal. Une carriole à chevaux, un cocher, je voulais caser la blague, c'est bon. Vas-y Florent. T'es frustré à force de pas avoir pu voir Robert Hue à la télé que tu fais des blagues sur les cochers, non? C'est ça. Oula, grosse forme ce matin-là. Et donc non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même une grosse faille dans le raisonnement. C'est quand même, les écosystèmes vont s'effondrer, ok. Donc, adoptons le mode de vie le plus directement dépendant des écosystèmes. Il y a un truc, là, je veux dire, il peut se prendre directement aussi. Ah bah oui, mais carrément. Parce que du coup, il pense qu'il est dans une sphère protectrice à l'écart du monde. Et puis aussi le fait que si tout le monde fait ça, c'est juste pas possible en fait, quoi. On a des millions, on peut pas tous avoir sa petite résidence entre guillemets autosuffisante à l'écart des tumultes et des fracas du monde. Ah mais autant pour moi, en fait, il en a rien à foutre des autres, je pense. Je pense qu'il dans sa tête, ils peuvent juste crever en fait. Donc c'est du survivalisme, quoi, en fait. Oui, de gauche, du survivalisme de gauche. Enfin, de gauche. Justement, pas de gauche, parce que le survivalisme de gauche, il se ferait à plusieurs. Bah oui. Ouais. Lui, il le fait à plusieurs. Il le fait avec sa famille. Les autres, ils peuvent oui, non, mais oui, justement... ça va. Non, ça mais il y a... Et, comment dire, même par rapport... par rapport au fait de laisser tomber les autres, il y a encore un gros pépin dans ce raisonnement. C'est-à-dire qu'on a déjà vu un cas d'une civilisation qui s'est effondrée où un certain nombre de riches ont survécu sur leur domaine. C'est à la fin de l'Empire romain, enfin en tout cas de l'Empire d'Occident. Il y a une bonne partie des riches romains qui sont partis vivre sur leur villa avec leurs serviteurs. Ceux qui s'en sont tirés, c'est ceux qui ont fortifié leur villa. Et qui sont devenus une partie de la noblesse européenne. C'est une bonne analogie. Parce que sinon, voilà, quoi. Ouais, oui, non, mais c'est complètement con. Puis moi, ce qui me tue aussi dans ce truc-là de l'effondrement, c'est que les mecs, ils sont persuadés que toutes les institutions vont s'effondrer juste parce qu'il n'y a plus d'électricité en quantité suffisante. Ils oublient un petit peu que le premier État connu dans l'histoire, il a 5000 ans, et il n'y avait pas d'électricité il y a 5000 ans, en fait. Oui, puis pendant la guerre froide, il y a eu des plans mis au point pour assurer la continuité de l'État, même en cas de conflit nucléaire. Oui, alors après les plans de continuité, en ce moment, on voit bien ce que ça donne. Hein. Ouais, voilà, la question est de savoir s'ils sont encore mis à jour. Si quelqu'un sait dans quel coffre ils sont rangés et est capable de les lire. Voilà. Après, il y a 5000 ans, il y avait des esclaves aussi, mais bon. Ah oui, mais ça peut revenir. Mais c'est pas très de gauche. Ça, c'est l'étape suivante. Voilà. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où on s'isole dans des petits trucs fermés, toutes les conneries, par exemple, du comité invisible avec des communautés autonomes par affinité, etc., etc. Bon, c'est sûr que l'étape suivante, c'est que, il y a quand même en cas de catastrophe nucléaire, il y aura quand même pas mal de gens qui resteront. Qu'est-ce qu'on va faire des autres? Et ce sera un système d'économie uniquement prédatrice, et ça veut dire qu'il y aura de l'esclavage. Qui a regardé The Walking Dead ici? Moi, tout le monde. Ou alors voilà. Pas moi, non. La route. Oui. La route de Cormac McCarthy, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, non seulement tu auras des esclaves, et quand il n'y a plus rien à bouffer, tu mets des gens dans tes gardes-manger. Oui. Non, puis voilà, je veux dire, t'as des tas de gens qui ont plus de ressources, qui sont dans une détresse, imaginons ce scénario, des tas de gens qui sont dans une détresse absolue, et d'autres qui ont un peu préparé leur truc, mais qui ont absolument pas pensé à tout, parce que du fait de leurs préjugés de classe, il y a énormément d'impensés dans leur démarche. Oui, d'un côté, t'as des trous à boucher avec de la main-d'œuvre, et de l'autre, t'as des gens qui sont au bord de crever. Ça fait de l'esclavage. Ouais, parce que je suis pas sûr qu'on peut avoir des champs de coton en Bretagne pour se faire ses fringues, par exemple. Non, mais par contre, il y avait du lin depuis très longtemps. La Bretagne est un pays riche de la production du lin jusqu'au 18e siècle. Ne sous-estime pas à quel point la Bretagne... Attention, c'est vachement autosuffisant, la Bretagne. Autosuffisant. Mais avec une organisation collective.
Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, en cas de catastrophe nucléaire, le dernier truc libre, ce sera la pointe de la Bretagne. C'est vrai. Donc, là, il y a une ouverture sur la mer, une peuplade polie mais rude. C'est vrai, en plus, j'ai vu une carte en cas d'accident nucléaire. Quels sont les seuls territoires qui seraient épargnés? Ils prenaient le rayon des centrales, en fait. Oui, comme il n'y en a pas. Même chez, même chez les conspis les plus illuminés, il y en a un certain nombre qui disent, depuis les prophéties de, je sais plus comment elle s'appelle, Marie-Julie Jaïni, que la Bretagne sera épargnée parce que ils sont restés cathos, machin. Oui, alors par contre, juste un truc, c'est pas une raison pour venir. Ah non. Non, mais après, écoute, ça a déjà fait l'objet de discussions très très serrées. Non, à un moment donné, on ferme les frontières. Je veux dire, c'est dehors les migrants, quoi. Sinon, chacun chez soi. Sinon, on est chez nous. D'après les cartes, il y a la Corse qui serait épargnée aussi. Mais là, c'est peut-être un peu extrême. Non, c'est parce qu'ils l'oublient, la Corse. Ils l'oublient peut-être, oui. Donc, non, c'est les Corses, ils auront pas voulu de la catastrophe et la catastrophe aura eu peur. C'est ça. Non, nous ne voulons pas de ça. Donc oui, Philippe, continue. Alors donc ça c'était le survivalisme en tenue de druide avec la serpe bien insérée au cas où il y aurait des barbares qui débarqueraient dans ton bois sacré. Et à côté de ça, il y a des gens qui sont un petit peu plus new age, on va dire. Ils ont le même diagnostic, tout va se casser la gueule. Ils ont sans doute raison, si on suit aux études scientifiques qui se multiplient. Et là, la solution, alors c'est un peu plus subtil que le repli strictement sur soi, c'est que chacun y prenne sa part. Ah, c'est horrible ça. Alors ça c'est... Non, par pitié. Voilà, c'est Pierre Rabhi et son mouvement quasi-sectaire des colibris. Donc, je suis gentil quand je dis quasi, parce que bon... Donc vous connaissez l'anecdote du colibri. Alors moi j'ai bien aimé l'année dernière parce que Florent m'a raconté la fin de l'anecdote. Oui. Racontons la fin de l'anecdote. Vas-y, Florent. Attends, commence le début de l'anecdote, des fois qu'il y en ait encore qui connaissent pas, on sait jamais. Voilà, donc c'est en gros la forêt amazonienne qui est en flammes et tout, et puis là t'as un colibri qui fait des allers-retours avec de l'eau dans son bec, et puis je sais plus il y a quelle bestiole qui lui demande mais qu'est-ce que tu fais, c'est foutu, t'arriveras pas à éteindre l'incendie. Il dit non, mais j'y prends ma part. Et donc là, vas-y Florent, la fin. La fin, c'est que la forêt crame quand même et tous les animaux meurent, y compris le colibri, parce que c'est sa part, mais sa part a pas suffi. Voilà. C'est ça. J'adore la morale du truc. En fait. Voilà. Mais généralement, ils racontent pas la fin. Comment baser tout un mouvement politique sur un vieux contresens? C'est ça. Un vieux contresens tout pourri. Oui, mais moi, je fais ma part. Non, tu fais pas ta part, tu fais rien du tout. Ça sert à rien du tout. Non, et puis la question est toujours la même, c'est faire sa part de quoi? La morale de l'histoire complète, c'est que ce conte colibri, au lieu de faire sa part avec sa petite goutte d'eau à la con, aurait mieux fait d'utiliser son énergie à piquer le cul des plus gros animaux qui auraient pu faire une plus grosse part. Voilà. Ou se barrer peut-être, mais bon. Non, c'est pas très de gauche se barrer quand même non plus. Non, se barrer, c'est pas de gauche. Oui, voilà, c'est ça. Il aurait pu carrément piquer le cul des gros pour dire hop, on se sort les doigts là. Au lieu de « je fais ma part », cette espèce d'individualisme avec des fonds extrêmement narcissiques, de vouloir prétendre sans arrêt que oui, mais moi je fais quelque chose en faisant les choses les plus insignifiantes possibles, est très difficile à supporter, y compris dans le cadre de discussions privées qu'on a tous régulièrement avec. Et ça, c'est dur. Ouais. C'est dur. Après, là où c'est compliqué... Là où c'est compliqué, c'est que du point de vue psychologique, c'est le truc le plus logique, entre guillemets, puisque tu as l'impression d'avoir un truc tangible à portée de ta main pour répondre à des problèmes qui sont rapportés au quotidien, encore vachement abstraits pour nous en France, tu vois. Même si le réchauffement climatique, on voit ce que c'est dans l'idée, on le subit pas, enfin, en tout cas, on voit pas qu'on le subit de façon extrême ou quoi, on n'a pas de famine, on n'a pas, enfin voilà. Et du coup, c'est compliqué de passer à l'échelle, je pense, d'une manière qui a l'air concrète. Tu vois, à la limite, si tu prends, si tu prends le syndicalisme, tu peux faire le lien entre t'aides un collègue et puis vous gagnez un truc pour toute la boîte et puis une grève générale. Tu vois, tu as une continuité qui peut faire du sens, même dans des trucs un peu concrets. Là, c'est plus compliqué quand même. Ouais. Je pense qu'il y a aussi un volet, c'est pour faire face à l'impuissance, parce que c'est un truc qui nous dépasse. Donc du coup, tu te dis, je vais faire un petit truc comme ça. J'agis d'une certaine façon parce que c'est tellement énorme le truc. Voilà. Donc je pense que c'est faire aussi n'importe quoi mais faire quelque chose. Voilà, c'est une façon aussi. C'est plutôt
sain, je pense, de pas devenir dépressif. Bon, après, si c'est pour faire la morale aux autres en disant oui, tu ne recycles pas tes déchets, qui de toute façon ne seront pas recyclés. C'est ça, quand tu mets les trucs dans la poubelle jaune, les déchets ne sont pas forcément recyclés. Et des fois, ils vont en Chine ou je sais pas quoi pour être enfouis. Donc, après, il faut, je pense, le truc... on va passer pour des gros stalles. Bon, on l'est à moitié, mais il y a faire sa part, ça va dans un ensemble aussi. C'est-à-dire que vous n'étiez pas effectivement, au courant, éteindre la lumière, non, ils étaient pas au courant. Enfin, ils étaient pas au courant. Je pense qu'ils sont. Ouais, faut pas être complètement très subtil pour comprendre dès la première émission, genre dès le premier quart d'heure que on n'est pas c'est pas exactement Woodstock ici, donc bon. Voilà. Mais du coup, je pense qu'il faut pas opposer le fait de faire gaffe dans son usage individuel des ressources et le truc global. C'est juste que l'un ne remplace pas l'autre. Voilà. C'est que les deux vont ensemble. À la limite, s'habituer à être plus sobre parce qu'à un moment donné, il va falloir arrêter la production. C'est pas perdu, tu vois. Non, c'est clair. Et puis après, du moment que t'en connais les limites, mais justement, ces gens-là, ils pensent que ça fait tout. Donc, alors, ils vont te causer un petit peu permaculture et après, ça va dans les choses rigolotes. La biodynamie. Je sais pas si vous connaissez la biodynamie. J'en ai... Hélas, oui. Et tu touilles. Vaguement entendu parler, c'est... Alors, je vais vous donner deux petits exemples, parce que ça me fait tellement rire. Par exemple, la biodynamie, c'est garnir une corne de vache avec la bouse de vache. Tu l'enterres dans le sol tout l'hiver. Et c'est censé féconder, fertiliser ton sol, en fait. Au printemps, ton sol, il est top, quoi. Mais ça marche ou... Bah, non. Non, parce que bon, je sais pas, peut-être... écoute, je sais pas, à moins que la magie existe, mais non, ça marche pas. Mais il y a des reportages à la télé et les journalistes, ils trouvent ça super intéressant. C'est aussi, par exemple, tu fais ton purin d'ortie, et tu fais un vortex quand tu le mélanges. Tu as un vortex comme dans ton lavabo, là, tu vois, ça fait un écoulement. Sauf que faut faire attention. Faut que ça soit dans le sens de la rotation de la Terre pour être en harmonie avec celle-ci. Tu vois. Sinon, ton purin, il est pas bon. Non. Voilà. Bon, il y a tout un tas de trucs comme ça. Qui a le temps pour ça? Qui a le temps? Je sais pas. Qui a le temps de faire du purin d'ortie, en vrai, dans le monde? Des gens qui tout en se croyant autonomes reposent encore beaucoup sur le travail des autres et auront besoin d'esclaves. Il va falloir, alors déjà il y a ça, et puis je pense qu'on oublie une dimension. Alors là je m'excuse d'avance auprès des gens qui vont... Non, je m'excuse pas en fait. Il y a toute une partie des pratiques écolo qui sont la version 2021 du scrapbooking et des travaux manuels de loisirs qu'on fait le dimanche. Hein. Ouais, voilà. Et après, ça peut partir dans des trucs qui sont pas drôles. Là. Par contre, ça vient d'assez loin, donc du début du 20e. Ça vient d'Autriche, donc là tu te dis déjà, oula. Il était pas plutôt suisse, Steiner? Non, il était autrichien. Mais en Suisse, il a beaucoup de fans. Ouais, oui. Et donc on parle de l'anthroposophie. Donc, c'est une espèce de philosophie autour de l'humain. Et il y a notamment quelque chose qui ressemble beaucoup au fascisme, c'est que il est question que chacun de nous ait une place dans la société comme dans un corps humain. Donc forcément, la femme, c'est le ventre, hein. Donc là, je pense comme c'est étonnant. Voilà, on est dans du fascisme clair et net, mais c'est des trucs qui... Ça communique vachement avec tous ces milieux-là. Hein. De toute façon, dès qu'on parle de biologie en politique, ça pue la merde. Voilà, donc... Déjà. C'est du fascisme avec des nains sur la Lune. Oui, parce que Rudolf Steiner était persuadé que sur la Lune, il y avait toute une population de nains invisibles qui hurlaient en permanence en direction de la Terre. Ah bon? Mais qui es-tu pour juger, hein? Qui es-tu pour d'accord. Des nains invisibles qui hurlaient sur la Terre. Oui, et puis du coup, oui. Puis s'il y a des gens qui étaient encore un petit peu curieux des écoles Steiner, ou quand même, pour le développement des enfants, peut-être que c'est intéressant, parce que tu vois, il n'y a pas de miroir, et puis on leur apprend une autre manière d'être au monde. Il y a certains de ses potes qui ont quand même créé la société ariosophique, qui est une organisation occultiste nazie, en mode Tulé, machin, tout ça, tu vois.
Voilà. On n'oubliera pas, puisqu'on est là-dedans, on n'oubliera pas au passage de noter les propos de Pierre Rabhi sur le mariage gay et sur l'homosexualité en général, parce qu'il n'aime pas l'homosexualité. Pas naturel. Parce que ce n'est pas naturel. Oui. Voilà, tu sais ce qui est naturel en revanche? La ceinture de sécurité non plus, c'est pas naturel. Non. Mais ce qui est plus naturel peut-être de leur point de vue, c'est le laboratoire pharmaceutique Velleda. Tu sais qui fait Velleda, c'est l'équivalent allemand de Boiron, qui fait des trucs anthroposophiques et homéopathiques, qui a mené des expérimentations pour des médicaments à Dachau. D'accord. C'est marrant, dès que t'as dit laboratoire allemand, je savais qu'on en viendrait là. Mais voilà, non, du coup, c'est vachement cool l'anthroposophie, c'est vachement le respect de la nature, tout ça, cool. Tu vois. On va changer de sujet parce qu'on est encore sur les nazis. On peut pas s'en on peut pas ça. C'est notre dada. Le nazi est un peu notre dada à nous. On y revient un petit peu toujours avec une certaine tendresse.